Bonsoir, c'est le 9e numéro de nos webinaires consacrés à la gestion du Covid-19. C'est une initiative de deux organisations, à savoir l'Ex-Africa et le programme Citizen de GIDER. Le thème de ce soir, eau et assainissement, risques et mesures de prévention dans le contexte du Covid-19. On ne peut dissocier la question de l'eau et de l'assainissement. La défécation à l'air libre peut être source de contamination de l'eau de boisson et de la nourriture à la suite de la dispersion par le vent, notamment des matières fécales. Cela peut ainsi générer des maladies et entraîner des dommages économiques aux ménages concernés. Les maladies liées à l'eau et à l'assainissement restent un des plus graves problèmes de santé infantile à travers le monde. Pourtant, l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement est un droit fondamental décisif pour la vie humaine, la santé et le respect de la dignité. Une eau non potable, un assainissement médiocre aboutit à de mauvaises conditions d'hygiène, ce qui constitue les principales voies de transmission de maladies féco-orales, dont la diarrhée est considérée comme l'un des problèmes de santé publique les plus importants dans les pays en développement. Le 6e point des objectifs de développement durable est consacré à l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Plus que 10 ans pour atteindre l'accès universel et équitable à l'eau potable à coût abordable. Mais cela implique, comme le rappelle le PNUD, un investissement dans des infrastructures adéquates, une fourniture des installations d'assainissement et une promotion de l'hygiène à tous les niveaux. Mais aussi protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau. Dans un contexte de Covid-19 et en tenant compte du fait que l'état de santé d'une population dépend étroitement de la qualité des services en eau potable, assainissement et hygiène de base, l'urgence devient plus prégnante. Notre conférencier ce soir est Lansana Gagné-Sakho, directeur général de l'Office national de l'assainissement, ONAS. Monsieur Sakho, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Lika, c'est moi qui vous remercie plutôt pour cette très belle initiative. C'est une initiative de l'Ex-Africa et du programme Citizen de GIDER. Tout d'abord, vous présentez à nos followers, Lansana Gagné-Sakho est titulaire d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal, d'un diplôme d'ingénieur de l'École supérieure polytechnique de Dakar, d'une certification en gestion des entreprises, option finance du CESAC, et d'une certification en gestion des projets. Il a près d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur privé, consultant certifié du Centre de commerce international et de la Confédération africaine pour le commerce équitable. En octobre 2014, Lansana Gagné-Sakho met en place l'Office des forages ruraux, OFOR, et mène avec succès la première réforme de l'hydraulique rurale pour le gouvernement du Sénégal. Depuis octobre 2017, il est directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, assainissement du Sénégal, mais pas seulement de Dakar. L'assainissement pour un meilleur cadre de vie, c'est votre slogan, Monsieur Lansana Sakho. L'hivernage va bientôt s'installer. Les populations avaient l'habitude de dénoncer des retards liés au curage des caniveaux avant les pluies, par exemple, un déficit chronique de l'entretien des installations d'assainissement des eaux usées et pluviales. Qu'est-ce que vous avez déjà fait cette année en termes d'anticipation à Dakar et dans les régions? Merci Lika. Ce que nous avons déjà fait, c'est que nous avons commencé depuis le mois d'avril le curage des canaux. Nous avons commencé sur Dakar et nous devrions terminer le 31 juillet au plus tard. Il faut quand même dire une chose très importante, je pense, à l'endroit des Sénégalais. Chaque fois, on met entre 3 et 4 milliards sur les opérations pré-hivernales. On fait la même chose et je pense que si on travaillait de façon... Si on allait beaucoup plus dans la sensibilisation, si nous tous, vous et moi, on changeait nos comportements, je pense que cet argent, on aurait pu l'utiliser ailleurs. Vous l'avez dit, l'assainissement, ce n'est pas seulement Dakar, c'est Dakar et le Sénégal. Tout à fait. Donc, c'est ça que je dis, nous avons anticipé, nous avons commencé et nous devons finir très rapidement toutes les opérations de préparation le 31 juillet au plus tard. Le 31 juillet au plus tard, pas seulement à Dakar, mais aussi dans les régions. Merci beaucoup, M. Sakho. Mais il y a également une autre question d'actualité. Invité à une émission sur e-radio dimanche dernier, le jury du dimanche présenté par Mamdi Ibrakan,
la représentante de l'UNICEF au Sénégal révèle l'existence de 6 000 établissements scolaires ne disposant pas d'un dispositif d'hygiène adéquat, alors que les cours doivent normalement reprendre au mois de juin, en fait, au début du mois de juin, en tout cas pour ceux qui font en classe d'examen. Est-ce qu'il existe un aspect de votre programme qui prend cette question en charge, l'assainissement et l'hygiène dans les écoles, à travers un appui technique aux collectivités territoriales, par exemple? Bien sûr, il y a un aspect très important qui existe, c'est accompagner les collectivités territoriales. Dans la plupart de nos programmes, nous intégrons l'assainissement au niveau des établissements. C'est un droit fondamental. Et cette année, ce qui va se passer naturellement cette année, c'est qu'avec le décalage scolaire, la saison des pluies va pleinement tomber pendant l'année scolaire. À ce niveau, nous avons également pris certaines dispositions. Ce déficit, il existe, il est criard, mais nous sommes en train de travailler dessus. Il faut quand même signaler que l'État, c'est pas seulement un acteur, c'est beaucoup d'acteurs qui travaillent en parfaite synergie et qui, dans des situations comme ça, on se donne la main, on voit dans quelle mesure on peut trouver rapidement des solutions. Il y a certes des problèmes, mais nous sommes également dans des pistes de solutions. Merci, M. Sarro, pour ces réponses. Je rappelle le thème du webinaire de ce soir, eau et assainissement, risques et mesures de prévention dans le contexte du Covid-19. Votre présentation va comporter 4 parties du moins. La première partie est consacrée à l'eau, l'assainissement et l'hygiène au centre de la crise de Covid-19. Deuxième partie, comment assurer la continuité de services et juguler les risques pour les populations. Troisième partie, l'urbanisation rapide oblige à trouver des solutions durables pour améliorer l'accès à l'eau. Et quatrième partie, l'après-Covid-19. Si vous êtes prêt, M. Sarro, on y va pour la première partie de votre présentation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène au centre de la crise du Covid-19. L'eau, l'assainissement au centre de la crise de Covid-19. Aujourd'hui, pour l'eau, le traitement de l'eau, le traitement par osmose inverse, fait qu'on ne peut pas trouver de virus dans l'eau qui coule dans les robinets. Par contre, pour l'assainissement, on ne sait pas parce qu'effectivement, on ne connaît pas ce virus-là. Il y a une connaissance très limitée au niveau de ce virus, ce qui fait qu'il y a des solutions de précaution qu'il faut prendre. Solution de précaution, c'est diligenter, solution de précaution, mais c'est surtout faire des investissements assez importants. Les rejets, par exemple, directs au niveau de la mer, peuvent poser également des problèmes. Et eau, assainissement au centre n'a pas été traité par l'État du Sénégal seulement. L'Afrique a ce qu'on appelle l'Association africaine de l'eau, qui a déjà travaillé bien avant que certains États africains prennent des mesures pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que l'eau et l'assainissement ne soient pas un problème dans ce contexte de pandémie, mais une piste de solution. On sait tous ce qui s'est passé dans beaucoup de pays où nos gouvernants ont décidé une gratuité de l'eau. Dans certains pays, c'est une gratuité totale. Dans d'autres pays comme le nôtre, c'est une gratuité partielle. Assurer naturellement la continuité de l'eau. Au niveau de l'assainissement, ce qui a été fait et ce que nous faisons, c'est continuer et diligenter pour ne pas avoir des flaques d'eau, et c'est des flaques d'eau usées qui peuvent être des sources de contamination. Comme je viens de dire tout à l'heure, personne ne peut dire est-ce que le virus survit dans les eaux usées ou pas. Donc, il vaudrait mieux prévenir. Donc, c'est pour ça que tout ça a été fait. Mais ça montre quand même une chose très importante. Peut-être qu'on en parlera après. Cette crise doit être une leçon. Ça doit être une leçon pour qu'on investisse beaucoup plus dans l'eau et l'assainissement. On dit souvent, l'eau, c'est la vie, l'assainissement, c'est la dignité. Mais je pense que tous les deux facteurs sont en fait un problème de survie. Vous l'avez dit tout à l'heure, le premier taux de mortalité dans nos pays, je dis bien dans les pays sous-développés, beaucoup plus que le COVID-19, ce sont les maladies diarrhéiques. Maladies qui sont essentiellement dues à des défaillances sur des problèmes d'eau, essentiellement des problèmes d'eau qui ne sont pas forcément potables dans certaines zones, également des problèmes d'assainissement. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de travailler, de commencer par travailler dans l'hydraulique rurale, en milieu rural, où ces problèmes existaient au Sénégal. Il y a des améliorations très significatives qui ont été faites,
Maintenant, la priorité, ça va probablement être l'assainissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque 10, quand vous avez 10 litres d'eau qui sont utilisés, les 8, je dis bien les 8, se transforment en produits d'assainissement, se transforment en eau usée. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir un équilibre très important sur les investissements en eau et sur les investissements en assainissement. Merci pour cette première partie de votre présentation, Monsieur Sarro, que nous allons résumer rapidement. Selon vous, donc, pour lutter de façon durable contre la propagation du COVID-19 et prévenir toutes les pandémies à venir, la disponibilité d'eau potable à proximité immédiate des habitations pour l'ensemble de la population est un impératif. Elle est essentielle, bien sûr. Oui. Monsieur Sarro, au Sénégal, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, de 2016, sur la situation économique et sociale, l'eau n'est pas accessible et pas toujours potable pour certaines populations, même si on note des améliorations. Par exemple, le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain, qui était de 67,4% en 2017, est passé, était de 67,4% en 2017, alors que celui constaté en milieu rural était de 42,3% sur la même période, c'est-à-dire 2017. L'objectif en 2023 est de porter le taux d'accès à l'eau et celui d'accès à l'assainissement en milieu rural, respectivement, à 100 et 65%. Toutefois, le secteur de l'assainissement est toujours très peu développé. C'est ça. À la suite des objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6, met l'accent non seulement sur l'accès à l'eau potable et à un assainissement convenable, mais aussi sur la qualité et la disponibilité du service. La non-jouissance de ce droit est une réelle menace de santé publique. Alors, ma question, M. Sarro, combien de Sénégalais jouissent convenablement de ce droit fondamental? Voilà, je commencerai par venir sur un point très important que vous avez souligné, c'est la césure qui existe entre le milieu urbain et le milieu rural. Je ne cherche pas d'excuses, ce n'est pas seulement sur le Sénégal, mais malheureusement, c'est sur toute l'Afrique que nous avons cette grosse césure. Sur le Sénégal, il y a des points très importants, il reste encore des choses qui ont été faites. Je pense que vous avez entendu parler du PUDC, qui a fait un excellent travail, et l'OFOR aussi, pour améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural. C'est un excellent travail qui a été fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, ce n'est pas seulement l'eau pour boire. Vous avez l'eau pour la boisson, vous avez l'eau comme intrant pour l'agriculture, vous avez l'eau comme aliment pour l'élevage. Si vous ne réglez pas les problèmes d'eau, vous ne pouvez pas penser à parler de développement économique. Vous ne pouvez pas parler à fixer les populations. Nous avons également le même problème au niveau de l'assainissement, où on a beaucoup travaillé, même si on n'a pas atteint les objectifs en milieu urbain, et il y a des gaps importants. Mais le bon côté des choses, c'est que nous sommes en train de changer de trajectoire. Changer de trajectoire, c'est consolider ce qui existe en milieu urbain et mettre de l'argent en milieu rural. Je vais être très factuel. Aujourd'hui, vous avez des villes comme Kaffrine, des villes comme Touba, des villes comme Sédhiou, des villes comme Matam, des villes comme Tambacounda, qui vont avoir le premier système d'assainissement depuis les indépendances. Cela veut dire… Oui. Enfin, les projets sont en cours. Je pense que l'année prochaine, on aura fini. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience sur le fait qu'un citoyen, il est un citoyen. Dans n'importe quelle partie du Sénégal où il se situe, on doit considérer ses positions et régler ses droits fondamentaux. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on avait les OMD. Maintenant, on est passé aux ODD qui sont beaucoup plus exigeants. Dans les ODD, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la personne ne doit pas se déplacer 15 minutes pour aller chercher de l'eau. Aller en milieu rural, avant, je pense que vous aviez des femmes qui se déplaçaient tous les jours. Leur travail, c'était de se lever, aller chercher de l'eau. Donc, ça devient plus contraignant. Au niveau de l'assainissement, qu'est-ce que nous disent les ODD? Il faudrait que les excrétas, ça veut dire les eaux usées, soient traitées avant d'être rejetées. Il faudrait que dans chaque toilette, qu'il y ait un kit de lavage des mains. C'est ça que nous disent les ODD. Donc, c'est des facteurs qui sont beaucoup plus contraignants, qui devraient nous pousser
pousser nos États, et c'est ce qui se fait, à investir de atteindre ces objectifs. Donc, si on part sur la base des nouveaux critères qui sont les ODD, pour moi, les OMD, c'est fini, c'est le passé. Je pense qu'on doit tourner sur l'eau potable autour de 50%. Si la NSD a fait les études, on n'a pas encore les résultats. Et sur l'assainissement, on doit être sur des taux relativement plus faibles. Quand vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle le bassin arachidier, c'est toute la zone, il y a des problèmes d'eau parce que l'eau est saumâtre, relativement saumâtre. D'accord? Je pense que les gens de Foundiougne qui sont en train de m'écouter ne m'en démentiront pas, les gens de Diourbel, etc. Donc, cette eau ne remplit pas les critères des ODD. Sur l'assainissement, tout rejet dans la nature qui n'est pas traité, c'est qu'il n'y a pas de système d'assainissement. Sur l'assainissement, quand vous avez une toilette et que vous n'avez pas un kit de lavage des mains, parce que c'est ça qui protège en réalité, il n'y a pas d'assainissement. Donc, nous sommes relativement, je ne dis pas, nous sommes très loin. Les problèmes sont identifiés et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une trajectoire pour dire qu'est-ce que nous allons faire pour trouver les solutions. Encore une fois, ce n'est pas un point qui est commun au Sénégal, c'est un point qui est commun à l'Afrique. Vous savez, nos pays ont des priorités partout. La santé est une priorité, l'éducation est une priorité, la sécurité est une priorité, l'accès à l'eau et à l'assainissement est une priorité. Et malheureusement, ça pousse à faire des arbitrages. Et l'assainissement, malheureusement, est handicapé par l'eau. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand vous construisez un château d'eau, mais tout le monde le voit, alors que quand vous mettez des conduites que vous enterrez sous terre, personne ne s'en rend compte. Les gens disent l'assainissement est quelque chose d'important uniquement pendant la saison des pluies, quand ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'on dit l'assainissement est victime de la faiblesse institutionnelle de l'eau. Et au niveau de l'État du Sénégal, cette problématique est bien prise en compte et on a bien compris qu'il faut arriver à faire les deux. Vous travaillez sur l'accès à l'eau et que vous ne prenez pas en compte les problèmes d'assainissement, vous réglez rien du tout. Je pense que ce problème est bien pris en compte au niveau de l'État du Sénégal et de beaucoup de pays africains. Merci. En tout cas, dans la sous-région, le Sénégal fait office de bon élève en termes de satisfaction, en tout cas de l'objectif 6 des ODD. Il y a possibilité de les atteindre? Je pense que ça va être assez... Il faut être réaliste dans la vie. On part de loin. Il faut s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. De façon objective, je ne crois pas qu'il y ait un État africain qui va atteindre les ODD. C'est déjà bon, mais la barre est mise. Je pense qu'il faut se mettre dans une tendance progressive. Le Sénégal fait partie des meilleurs, mais il faut qu'on se compare. Il faut partie des meilleurs en Afrique, mais je pense qu'il faut qu'on se compare aux meilleurs au monde. Et je pense que c'est à ce niveau. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de se mettre dans une logique de satisfaction, alors qu'il y a encore des soucis. Il y a des progrès énormes. Aujourd'hui, à l'ONAS, nous avons pratiquement près de 300 milliards d'investissements qui sont en train d'être faits au niveau de l'assainissement. Quand vous prenez l'eau, la SONES est en train de faire exactement 700 milliards. Mais tout ça, c'est pour améliorer l'accès. Il y a toujours un gap qui existe qu'il faut arriver à corriger. Et je pense que c'est bon de se mettre sur les bonnes tendances, mais comparons-nous à ceux qui sont meilleurs. Tout à fait. Voilà, je viens d'avoir une question. Comment on fait? Je réponds aux questions ou on avance? Ou je vous réponds? Vous répondez, on va continuer le temps que c'est Fanta Diallo qui va se charger de relayer les questions qui sont posées sur Facebook et sur la plateforme Zoom. Vous avez déjà présenté la première partie de votre conférence. Maintenant, la deuxième partie, comment assurer la continuité de service et juguler les risques pour les populations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point, M. Sarro? Voilà, la première chose que, comme je vous ai dit, on a eu une discussion comme ça avec tous les membres de l'Association africaine de l'eau. Dès que ça a commencé, qu'est-ce que nous devons faire? Ça a été la bonne question. Parce que l'eau et l'assainissement est un droit fondamental. Nous ne devons pas arrêter le service public parce qu'il y a pandémie. Mais la première chose à faire, c'est protéger les personnes qui travaillent dans l'eau et dans l'assainissement. Je fais un parallélisme des formes. Si nous avons des problèmes au gérer le corps médical, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout va s'arrêter. Si nous avons un problème naturellement avec les gens qui travaillent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, tout risque d'arrêter.
Qu'est-ce que nous avons fait à l'ONAS? Bien avant que le gouvernement du Sénégal décide le couvre-feu, toutes les mesures de protection, la première chose que nous avons fait, nous avons fermé le restaurant de l'entreprise. Nous avons fait des réunions de sensibilisation. Nous avons informé le personnel des risques. Le personnel qui n'est pas indispensable continue à rester chez lui. Le personnel qui est sur le terrain, la protection maximale pour nous, mais également pour l'ensemble de nos sous-traitants. Mais il fallait continuer à travailler et nous avons continué à travailler. Aujourd'hui, nous travaillons comme il n'y a jamais eu d'arrêt et nous utilisons tous ces outils qu'on a découverts, à toute chose parfois malheur et bon, qui nous a permis de voir que nous pouvons arriver à travailler sans être tous ensemble, que nous pouvons être efficaces sans être tous ensemble, que nous pouvons mettre en place des plans d'action. Ça, c'est la première chose qui a été faite, sécuriser nos collaborateurs. La deuxième chose, c'est diligenter toutes les actions que nous pouvons faire au niveau de l'assainissement, au niveau de l'eau, je pense que c'est la même chose, pour éviter une chose qui est très importante, c'est avoir des flaques d'eau usée. Comme je vous l'ai dit, dans l'eau potable, nous sommes certains que le virus ne survit pas, mais dans l'eau usée, personne ne sait parce que ce virus, personne ne le connaît. Donc, la continuité du service au niveau de l'ONAS, il est assurée. Les diligences sont apportées sur le terrain de façon concrète pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans le service public d'assainissement. Nous avons également des projets qui sont en cours. Et ces projets, malheureusement, la plupart des expatriés qui étaient sur ce projet sont partis. C'est normal, la plupart des Sénégalais cherchent à revenir chez eux. Mais nous avons mis en place des dispositifs, continuer à travailler avec ces gens pour qu'aucun de ces projets ne puisse s'arrêter. Et nous avons des projets très importants aujourd'hui qui sont en train de se dérouler. Il y a certains ralentissements, mais qui sont en train de se dérouler et nous sommes en train de diligenter pour arriver à les exécuter correctement. Donc, la continuité de service est pleinement assurée. C'est ce qui explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons commencé les curages des canaux et que nous allons terminer l'ensemble de ce qu'on appelle opération pré-hivernale le 31 juillet. Le 31 juillet, oui. Oui. Fanta, vous êtes en direct. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour M. Sarro par rapport aux deux premières parties? Oui, Lika, il y en a quelques-unes. Je m'en vais les poser. C'est par rapport au forage en milieu rural. Elle demande si le manque d'électricité n'impacte pas sur l'alimentation dans ces zones. Malgré le PUDC et le FOR qui sont relativement fonctionnels, quel est le plan de secours en ces moments? Oui, la plupart des forages qui sont en milieu rural fonctionnent avec des groupes électrogènes. Vous en avez très peu qui fonctionnent avec l'électricité. Je vais quand même parfois anticiper certaines questions. Il faut qu'on arrive à changer de paradigme. Aujourd'hui, on a des systèmes solaires qui sont très performants. Vous savez, vous avez 60% des coûts de l'eau en milieu rural qui sont dus à des factures d'électricité. Il faut qu'on arrive à réfléchir pour voir comment équiper ces forages de systèmes solaires. Si on avait fait ça, la question ne se poserait même pas. Aujourd'hui, le solaire d'il y a 20 ans n'a rien à voir avec ce qui se fait. Dans la zone de Kaffrine et de Kaolack, il y a un opérateur privé qui est en délégation de service public les forages et qui, sa logique, c'est de remplacer tous les systèmes usuels avec des forages solaires, avec des systèmes d'alimentation solaire qui vont non seulement permettre d'assurer la continuité de service, mais permettre de baisser le prix de l'eau en milieu rural. D'accord. Voilà, il y a une continuité. Il ne doit pas y avoir de problème, en principe, en milieu rural, d'approvisionnement en électricité. Mais est-ce que cette installation-là, avec les plaques solaires, c'est déjà terminé? Non, c'est un processus qui est en cours. Vous savez, Lika, vous avez toujours des résistances. Quand vous avez été formé dans une école et qu'on vous a appris qu'à démarrer des groupes électrogènes, quand quelqu'un vient vous dire « Monsieur, je veux que vous posiez du solaire », vous avez parfois je ne dis pas résistance, mais des incompréhensions. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Les forages en milieu rural, la solution, c'est le solaire. Toute autre alternative ne ferait qu'engendrer les coûts pour les populations qui sont vulnérables. Tout à fait. Ne ferait qu'engendrer les coûts. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau en milieu rural, ce n'est pas seulement de l'eau pour la boisson. C'est de l'eau pour l'agriculture,
et c'est également l'eau pour l'élevage. Imaginez le tarif de base, le tarif de la tranche sociale de l'eau en milieu urbain, c'est 200 francs le compétitif, un système compétitif en payant l'eau à 200 francs le mètre cube. La solution, c'est le solaire en milieu rural. Monsieur Sarro, il y a d'autres questions, Fanta? Oui, il y en a quelques-unes. Avons-nous un dispositif de suivi pour les indicateurs de l'eau de D6 dans notre pays? Oui, mais bien sûr, nous avons un dispositif de suivi des indicateurs. Il y a une cellule qu'on appelle le PEPAM, c'est une cellule de coordination du ministère de l'eau et de l'assainissement au Sénégal qui suit ces objectifs. En plus, nous travaillons avec ce qu'on appelle un groupe de bailleurs de fonds qui fait également le monitoring. Et en effet, il existe un suivi des objectifs au niveau central, mais également au niveau des structures de l'État. La SONES suit ses indicateurs, tout comme l'ONAS qui suit ses indicateurs. Il y a effectivement un dispositif de suivi des indicateurs. La dernière, elle est relative à la gratuité de l'eau. Pourquoi, vous en avez parlé tout à l'heure, mais pourquoi ce n'est pas une option de l'État du Sénégal de rendre l'eau gratuite pour les citoyens? L'eau est un service. L'eau est un service. L'eau demande des ressources financières. L'eau demande des engagements financiers. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye l'eau. Sinon, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'il faut plutôt travailler dans une logique comment rendre l'eau accessible. Je vous donne un exemple. Vous prenez la ville de Touba, où l'eau est gratuite. On arrivera, mais on n'arrivera jamais, mais je dis bien, je pèse bien mes mots encore une fois, on n'arrivera jamais à régler le problème d'approvisionnement en eau dans la ville de Touba si on reste dans une logique de gratuité. Ça n'existe pas. À ma connaissance, le seul pays du monde que je connais, peut-être qu'il y en a d'autres, où l'eau est gratuite, et même ça c'est relatif, c'est le Canada. Ça n'est pas possible. C'est simplement, je pense qu'il faut travailler pour permettre aux populations d'avoir l'accès à l'eau potable. C'est un droit fondamental. Mais la gratuité de l'eau ne peut pas se faire. Vous payez des factures d'électricité quand vous faites de l'eau. Vous avez des investissements à faire quand vous faites de l'eau. Mais tout ça, il faudrait bien que quelqu'un arrive à payer ça. Il n'y a aucun pays du monde où l'eau est gratuite. À ma connaissance, il y en a 2 ou 3, sauf peut-être le Canada. Et même pas partout au Canada, dans certaines provinces. Merci, Lika. Pour le moment, c'est bon pour nous. Merci beaucoup, Fanta. On se retrouve après la troisième partie de la présentation de M. Sarro. M. Sarro, j'ai quand même quelques questions par rapport à ce que vous venez de dire. Ces webinaires se tiennent dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Bien sûr. Devant les nombreuses coupures notées malgré la venue depuis le 1er janvier 2020 de Sen'Eau, nouveau gestionnaire de l'eau au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall, en réunion du Conseil des ministres du 25 mars 2020, conscient que la lutte contre la pandémie est liée à une hygiène rigoureuse, a évoqué la nécessaire continuité du service public de l'eau potable en milieu urbain et en zone rurale. Ainsi, pour faire barrière au virus, les stratégies sont pour le moment essentiellement basées sur la prévention. C'est lavage des mains et des vêtements, nettoyage, désinfection des surfaces, etc. La non-disponibilité ou les carences notées ça et là ne risquent-elles pas de compromettre gravement la lutte contre la pandémie et les efforts de santé publique? L'eau est un allié naturel pour la lutte contre la pandémie. Partout où nous n'avons pas d'eau, en effet, ça peut être un gros problème. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas vous laver les mains. Il y a certains quartiers de Dakar, en effet, où il y a des problèmes d'accès à l'eau. Je pense que Sen'Eau, comme la SONES, qui sont responsables de la distribution de l'eau en milieu urbain, sont en train de prendre les dispositions nécessaires. Mais quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas respecter les mesures barrières. Et la base, c'est se laver les mains régulièrement. C'est vrai qu'il existe les gels qui sont là, qui peuvent être un palliatif, mais l'eau, je pense que vous l'avez dit, l'eau est un droit. Il y a des problèmes dans certains quartiers de Dakar et je pense que la SONES et Sen'Eau sont en train de voir dans quelle mesure trouver des solutions. C'est vrai, ça je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point et c'est un point qui doit être réglé. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut une intégration des différentes politiques publiques pour penser santé dans la durée?
Oui, une approche globale. Le chapeau de tout ce qu'on fait, ça doit être la santé des populations. Un problème d'accès à l'eau va impacter la santé. Un problème d'assainissement, on l'a dit tout à l'heure, la première cause des maladies diarrhéiques infantiles, c'est des problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Il faut avoir une approche holistique, intégrer l'ensemble et travailler sur la base de priorités. Mais je l'ai dit en introduction, nous faisons des arbitrages. Et je pense que ça, nous devons tous le comprendre. Nous faisons des arbitrages dans tout ce que nous faisons. Les priorités, c'est la santé, les priorités, c'est l'éducation, les priorités, c'est la sécurité. Il y en a des priorités. Malheureusement, nous sommes, comme la plupart des pays africains, des États très pauvres, nous faisons systématiquement des arbitrages. Mais l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est un droit fondamental. Les États africains se sont engagés à travers les ODD pour arriver à trouver des solutions. Mais vous savez, des études ont montré qu'il faut à peu près 120 milliards de francs CFA chaque année sur l'Afrique pour qu'on arrive à régler sur un horizon de 10 ans les problèmes d'eau et d'assainissement. Cet argent, on ne l'a pas. Il faut réfléchir sur 2 angles. C'est d'abord le problème du financement. Nos économies ne peuvent pas forcément, les bailleurs de fonds classiques n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de l'Afrique. Il faut réfléchir sur d'autres modèles de financement et ça nous fait revenir sur le problème de la gratuité de l'eau. Moi, je pense qu'il faut aller dans une logique où on va développer beaucoup de programmes, ce qu'on appelle des programmes de partenariat public-privé, où un investisseur vient, il fait l'investissement, il l'exploite et quand il finit, il va laisser l'ouvrage à l'État du Sénégal. Mais il y a un coût à payer pour ça, ben, c'est le coût de l'eau. On n'a pas le choix et je pense que ça, il faudrait qu'on arrive tous à le comprendre. Il faut qu'on trouve d'autres modèles de financement pour arriver à régler les problèmes d'eau et d'assainissement sur le continent africain. Merci beaucoup pour ces réponses, Monsieur Sakho. Fanta, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la troisième partie de la présentation de Monsieur Lansana Sakho. Oui, allez-y, pas de questions. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle juste le thème de ce webinaire de ce soir, c'est eau, assainissement, risques et prévention dans un contexte de Covid-19. Monsieur Sakho, la première partie était consacrée à l'eau, l'assainissement et l'hygiène au centre de la crise de Covid-19. Et à ce sujet, vous estimez que pour lutter de façon durable contre la propagation du Covid-19 et prévenir toutes les pandémies à venir, la disponibilité d'eau potable à proximité immédiate des habitations pour l'ensemble de la population est un impératif. Le deuxième point était consacré à comment assurer la continuité du service et juguler les risques pour les populations. Et en résumé, vous estimez qu'il est primordial que les gouvernements africains mettent en place des stratégies, mobilisent une partie de leur budget et élaborent des politiques en faveur de la fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène à l'ensemble des pays africains et que plusieurs solutions s'offrent à eux. Troisième partie de votre présentation ce soir, Monsieur Lansana Gagné-Sakho, directeur général de l'ONAS. L'urbanisation rapide oblige à trouver des solutions durables pour améliorer l'accès à l'eau. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai un peu introduit la question. Nous sommes sur un continent où la population est multipliée par 2 tous les 25 ans. Ça pose des défis énormes, pas seulement pour l'eau, ça pose des défis en termes d'alimentation, ça pose des défis en termes d'éducation, ça pose des défis, ça pose des défis, ça pose des défis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la démographie. Le deuxième point, c'est l'urbanisation. À la base, en réalité, ce que nous avons, c'est des problèmes d'urbanisation. Il y a une très forte pression sur le foncier dans notre pays. Des zones qui ne sont pas des zones d'habitation. Vous prenez un quartier à Dakar, je pense que c'est dans la banlieue, ça s'appelle Wakhinane. Wakhinane en Wolof. Moi, dangay gas nganan. Mais les gens, vous prenez la zone de Mbao également, c'est une zone où la nappe est à le choix. Donc, vous avez deux choses qui se passent. Vous avez une zone d'habitation très réduite et vous avez une explosion démographique. Donc, quand vous prenez les deux, ça montre que pour arriver à régler ce problème, il faut très, très rapidement faire des investissements très, très importants que les bailleurs de fonds classiques ne peuvent pas régler.
Et c'est là où je dis, il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Qu'est-ce que nous devons faire pour régler les problèmes? Pour l'assainissement, de façon concrète, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez deux types d'assainissement. Je vais essayer de ne pas être très technique. Vous avez deux types d'assainissement. Vous avez l'assainissement qu'on appelle collectif. C'est ce que vous avez, c'est ce que nous avons. Vous tirez une chasse d'eau, l'eau s'en va. En général, elle s'en va à la mer. Elle n'est pas forcément traitée. Et vous avez ce qu'on appelle l'assainissement autonome, où vous avez une fosse septique que vous devez vider tous les 2-3 mois. C'est ça la solution pour le continent africain. Ça n'est pas faire des fosses septiques partout. Je vous explique pourquoi. Vous allez dans une ville comme Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Oui. 80% des populations ont un système d'assainissement que je t'appelle autonome. Qu'est-ce que ce système il donne? D'abord, ce qu'on appelle, vous savez, les résidus des systèmes d'assainissement, les boues, ce qu'on appelle les boues, c'est de l'or. Les gens, ils prennent ces boues, ils les transforment en engrais et une partie est également transformée en eau. L'engrais permet de développer des produits agricoles et l'eau est utilisée pour l'arrosage dans un pays où on a un problème d'assainissement. Et derrière, vous avez une économie circulaire qui fonctionne correctement, qui permet de générer beaucoup d'emplois. Et ce système qui fonctionne parfaitement en Malaisie, qui fonctionne en Indonésie, qui fonctionne au des problèmes de conservation de la nature, parce que vous n'avez pas une pollution de l'environnement, permet de créer des emplois et minimise les investissements. C'est ce qui se fait avec le Covid. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de copier ce qui se fait ailleurs, particulièrement à l'Occident. Nous avons des modèles qui marchent parfaitement et que nous devons arriver à utiliser. Naturellement, on va avoir des résistances parce que chacun ne veut pas avoir des fosses. Mais si les fosses sont normalisées et qu'on ne demande pas aux maçons du coin, fais-moi ma fosse, je pense que vous allez avoir à vider votre fosse une fois tous les 2 ans. Est-ce que vous savez que l'ambassade des États-Unis à Dakar n'a pas de système d'assainissement collectif? L'ambassade des États-Unis à Dakar, ce qu'ils ont, ce sont des fosses septiques. Ils vident les fosses peut-être 3 fois par année et l'eau est utilisée pour arroser le gazon chez eux et une partie des boues est probablement utilisée pour faire des engrais. Il faut qu'on change de paradigme. Ce qui s'est fait ailleurs n'est pas forcément ce qui est conforme par rapport à ce que nous voulons dans nos pays. Fanta, il y a déjà des questions pour M. Sarro que vous pouvez déjà préparer le temps de résumer ce qu'il vient de dire pour cette partie. M. Sarro estime que la crise sanitaire historique que nous traversons, c'est-à-dire donc cette épidémie de Covid-19, va frapper durement l'économie mondiale, mais elle portera encore un coup encore plus dur aux économies africaines fragiles par rapport également à comment vraiment s'adapter par rapport à notre urbanisation très rapide. M. Sarro a annoncé des propositions très intéressantes. Fanta, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles M. Sarro peut répondre tout de suite? Fanta? Oui, Lika, excusez-moi. C'était par rapport au canal 4. Qu'est-ce qui est prévu le canal 4? Pour rappel, est-ce que vous ne pensez pas que la solution devrait être de le fermer? OK, merci pour cette question, Lika. Vous avez le canal 4, vous avez le canal 6. Ça revient encore sur est-ce que les systèmes sont adéquats. Vous savez, le canal 4, il sert à quoi? C'est un canal qu'on appelle à ciel ouvert. Il n'est pas fermé. Le rôle de ce canal, c'est de récupérer l'ensemble des eaux pluviales en période de pluie pour éviter les inondations pour que l'eau puisse être drainée à la mer. C'est exactement la même chose pour le canal qu'on appelle le canal 6 qui déboule sur la plage de Anne. Allez regarder à Anne, allez regarder à Soumbédioune. Vous avez sur Wakam plein de canaux qui sont des canaux à ciel ouvert. Pendant les indépendances, ces canaux ont été construits par les colons. C'était pour collecter les eaux pluviales et les drainer à la mer pour que nous n'ayons pas d'inondation. C'est ça le rôle de ces canaux-là. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que dans ces canaux, les gens font ce qu'on appelle des branchements clandestins. Cela veut dire que vous prenez vos eaux usées
vous branchez sur les canaux qui vont directement à la mer sans être traités. La solution, ce n'est pas forcément de fermer ces canaux. La solution, ce serait de les ouvrir, de les nettoyer régulièrement. En parenthèse, ces canaux sont également transformés en poubelles, et de les ouvrir, de sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent que ces canaux ne sont pas des canaux pour des eaux usées. Si vous fermez le canal 4, la première pluie qui va se passer, mais c'est tout Dakar qui va être inondé. Tout à fait. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie plus nos comportements au lieu de dire nous allons aller dans une solution de facilité qui dit on va fermer le canal. Moi, j'habite à Ouakam. Ouakam, c'est ce qu'il y a de pire au Sénégal. Les populations, dont moi, je ne savais pas avant de venir à l'ONAS, on est tous branchés sur des canaux qui sont des canaux d'eau pluviale. Qu'est-ce que nous faisons? Ça veut dire que vous prenez les eaux usées qui ne sont pas traitées, qui sont rejetées directement à la mer. Mais c'est tout l'écosystème qui est menacé en réalité. Donc, je pense que c'est plus un problème de comportement que nous avons. Il faut continuer ce travail de sensibilisation et je pense que la presse a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Je reviens encore sur une. Vous savez, on a parlé d'inondation. Vous prenez la corniche de Dakar depuis la nouvelle direction générale des douanes jusque chez Pierre Goudiaby à Tepa. Vous regardez à votre droite, tous les regards qui sont là-bas sont partis. Ils ont été volés pour être transformés en fonte. Vous prenez la corniche de Thiès, la nouvelle route de Thiès. Vous allez voir que tous les lampadaires sont par terre. L'État a beau faire des efforts. Tant que nous ne changerons pas de comportement, tant que nous ne comprendrons pas qu'un bien public, ça signifie le bien de tout le monde, mais ça ne signifie pas c'est un bien qui n'appartient à personne, nous n'arriverons jamais à avancer. Nous allons passer notre temps à accuser les autres alors que nous sommes le vrai problème. Fanta, il y a une autre question? Oui, celle-là, elle est relative à l'ODD 14, qui est celui de la vie aquatique. Donc, avec toute la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train aussi de polluer les océans? Oui, mais bien sûr, Fanta, nous sommes malheureusement en train de polluer les océans. Je ne sais pas si vous avez fait la Corniche Ouest. Toute la Corniche Ouest, si vous voyez les rejets qui se font directement. Et comme je dis, il y a une situation de référence qui a été constatée. Nous avons un énorme programme de près d'une centaine de milliards qu'on appelle le programme de la Corniche Ouest, qui devrait permettre de régler la pollution de ces océans qu'on a sur Dakar. Mais une fois encore, le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Tout à fait. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ces problèmes, nous les avons à Saint-Louis. Nous les avons partout où nous avons une côte. L'État fait beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il y a un travail très important de sensibilisation qu'il faut faire. La mer, ce n'est pas une poubelle. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Nous avons un pays qui vit beaucoup de la pêche. Et aujourd'hui, avec les barrières non tarifaires de l'Union européenne, si rien n'est fait, ce qui va se passer demain, c'est qu'on va dire le poisson du Sénégal ne peut plus être exporté dans le niveau des pays sous-développés. Il y a des problèmes, il y a des solutions en cours, mais je pense qu'il y a un important travail de sensibilisation sur lequel chacun doit s'engager pour que nous puissions avoir les bons comportements. Fanta, j'ai une question pour M. Sarro par rapport à l'assainissement, qui est aussi le lien entre l'hygiène publique et l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de la politique de l'environnement, il s'agit aussi d'une question de santé publique. Le rapport de l'ANSD cité plus haut, c'est le rapport de 2016, relève par ailleurs que les ouvrages d'assainissement construits par les projets et programmes intervenant sur le territoire ne sont pas par endroits utilisés par les populations car inadaptés pour certains à leur réalité. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de développer des approches et stratégies qui respectent les principes culturels des communautés bénéficiaires pour plus d'efficacité? Enfin, ils ne sont pas adaptés, je suis un peu surpris, c'est possible, c'est les résultats d'une étude, hein, je pense qu'il doit
les conclusions doivent ressortir de ressentis des populations. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que tous les programmes que nous faisons en milieu urbain, nous discutons avec les populations, nous leur expliquons ce que nous voulons faire et on fait exactement la même chose en milieu rural. Cependant, je reconnais une chose très importante. Quand on disait qu'on mettait une toilette en milieu rural, et ça, c'est un problème d'équité, c'est un problème de dignité qu'il faut qu'on règle. Quand on disait avec les OMD qu'il y avait une toilette en milieu rural, je suis désolé de le dire, ce qu'on faisait, on faisait un trou. Et parfois, on ne faisait même pas ce qu'on appelle la superstructure. Mais aujourd'hui, c'est là le bon côté des ODD qui nous pousse à aller plus loin que ça, à mettre, à faire la toilette, à faire la superstructure et à mettre un dispositif de lavage des mains. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus adapté. On parle toujours de monde rural. En réalité, il n'y a plus de ruralité. Tous ceux qui vivent aujourd'hui en milieu rural ont les mêmes besoins en termes d'assainissement, en termes de santé. Ces gens veulent avoir les mêmes ouvrages qui sont faits à Dakar, qui sont faits à Thiès, qui sont faits un peu partout sur le Sénégal. Et je pense que c'est à ce niveau peut-être que les populations se plaignent. Nous ne sommes plus dans une logique de ce qui se faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous avez la télévision, les gens regardent ce qui se fait, ils comprennent. Mais je note cette observation et je pense qu'à notre niveau, de toute façon, nous avons déjà commencé à corriger, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur ça. Les mêmes droits, ce n'est pas parce qu'un Sénégalais habite à Fongolémi qu'il doit avoir une toilette bas de gamme par rapport à quelqu'un qui habite à Dakar. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à corriger des fonctionnements qui sont peut-être une réalité. Merci, M. Sarro, d'avoir pris en compte cette préoccupation. Vous avez décliné 3 actions majeures dans vos objectifs. Et celui qui a retenu notre attention est le second, c'est-à-dire transférer l'exploitation au secteur privé et nous concentrer sur notre cœur de métier, la gestion du patrimoine. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que nous en sommes? Au niveau de l'assainissement autonome, nous avons fait un grand pas. L'ensemble des stations qu'on appelle, nous, de bout de vidange ont été transférées à un secteur privé sénégalais, je précise bien. Moi, je fais partie des gens qui pensent que nous avons l'expertise et que nous devons développer nos champions en interne si nous voulons que les choses changent dans notre pays. Donc, l'assainissement pour les ouvrages d'assainissement autonome ont été transférés en secteur privé, qui fait aujourd'hui travailler près de 200 personnes qui étaient dans une situation de précarité. Pour les ouvrages d'assainissement collectif, ça veut dire la plupart de ceux que nous avons sur Dakar, nous sommes en pleine réflexion pour voir un peu, parce qu'il faut engager des réformes. Et je pense sur les 3 ans à venir, on devrait avoir un opérateur privé qui prendrait en charge ce secteur. Il se pourrait que cette prise en charge par un opérateur privé renchérisse le coût de l'assainissement. Ça, c'est possible. Mais ça peut le renchérir et donner naturellement un service de meilleure qualité. Chacun doit avoir son rôle. Ma perception est que l'État a un rôle d'encadrement, mais l'État n'a pas forcément un rôle de gestion. Vous avez probablement entendu le débat énorme aujourd'hui en milieu rural qui existe entre l'opérateur privé, les grosses réticences qui existent en milieu rural, où les gens disent c'est nous qui devons gérer, ou le secteur privé qui a des contrats qui sont déjà signés doit gérer. À mon humble avis, je pense que chacun doit avoir son rôle. L'exemple de la SONES est patent. La SONES, sa réforme, c'était 96 et le problème d'accès à l'eau était criard. Malgré ce qu'on peut dire sur la qualité de service aujourd'hui, l'opérateur privé a fait des pas très importants. Ils ont plus de souplesse que l'État. Le problème de ressources est relativement réglé et je pense qu'on doit tous aller dans cette logique. Naturellement, quand vous prenez un secteur privé, il faut arriver à le contrôler. C'est vous qui devez dicter les règles. Mais si vous laissez le secteur privé dicter les règles, naturellement, vous risquez d'avoir des problèmes. D'accord. Merci beaucoup, M. Sarro. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que nous avons retenues de vos explications. Depuis 21 heures qu'on est ensemble avec nos followers qui nous suivent sur les pages Facebook de JIDER et de l'Ex-Africa, mais également sur Zoom, les questions relayées par Fanta Diallo. Nous avons retenu que vous consacrez annuellement 3 à 4 milliards par an
donc aux opérations pré-hivernales et que ces opérations pour cette année doivent prendre fin le 31 juillet prochain, pas seulement à Dakar, mais également dans l'ensemble du pays pour ce qui est de l'accès à l'eau, à l'assainissement, combien de personnes qui bénéficient convenablement de ces droits, 50% à peu près, selon vous. Les investissements de l'ONAS, également 300 milliards pour l'assainissement, 700 milliards pour l'eau, tout ça pour espérer atteindre l'objectif 6 des ODD, mais certainement que cet objectif ne sera pas atteint, comme vous venez de l'expliquer. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut d'abord régler et tous ensemble, nous allons mettre la main à la pâte parce que ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, il y a le privé, il y a la société civile, et il y a des organisations communautaires. Tout le monde va s'investir vraiment pour permettre d'atteindre ces objectifs qui sont une question quand même de santé publique et de dignité humaine tout simplement. La dernière partie de votre conférence, Monsieur Sarro, l'après-Covid-19. Comment vous voyez l'eau et l'assainissement? Merci, Lika. Je pense que pour cette question, il faut aller au-delà de l'eau et l'assainissement. Je pense que nous devons tous nous poser des questions sur la fragilité de nos États. Nous devons tous nous poser des questions sur la structuration de nos économies. Le premier effet de l'après-Covid-19, ça va probablement être l'effondrement de nos économies, parce que tout ce que nous faisons repose sur une chose très importante, sur essentiellement une chose, l'exportation de matières premières. On ne crée aucune richesse dans nos pays. Il faut qu'on apprenne de ce qui vient de se passer. La deuxième chose, quand il y a eu le Covid, les pays se sont renfermés sur eux-mêmes. Quand l'Allemagne ferme sa frontière avec la France, quand au niveau des États-Unis, Trump dit « je ne veux voir personne chez moi », quand chez nous, la plupart des étrangers qui gagnent la plupart des marchés ont fait une chose, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis. On n'arrivera jamais, je ne parle pas du Sénégal, l'Afrique n'arrivera jamais à s'en sortir avec le modèle que nous avons actuellement. La première chose à faire, c'est travailler dans des grands ensembles. Moi, je ne suis pas un rêveur. L'Afrique en tant que continent n'existe pas. Moi, je suis plus proche du français que du bantou qui vit en Afrique du Sud. Nous avons un espace qui est formidable qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on doit travailler sur les grands ensembles, les consolider, avoir des économies qui tiennent la route si nous voulons demain nous en sortir. En tout cas, c'est à la mode, hein, travailler sur les grands ensembles. Par rapport à tous les secteurs, c'est à la mode. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ce qui est mode et qu'on regarde. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se rende compte de ça. On n'a pas forcément le choix. Et moi, je pense que la pire des choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est que nous nous mettions dans une logique de victimisation. Nous nous mettions dans une logique d'accusation des autres. Est-ce que vous savez que les Chinois ont connu pire avec la colonisation japonaise? Mais ils n'ont jamais fait référence à ça. Ils ont tourné le dos, ils se sont intégrés, ils se sont serrés les coudes, ils se sont mis à travailler pour s'en sortir. L'Afrique peut, j'en reste persuadé, avoir cette démarche. Nous avons des jeunes qui sont très bien formés. Quand je vois à travers le Covid ce qui se fait, quand je vois ces jeunes qui sont tous engagés, quand je vois ces jeunes qui demandent simplement une chose, c'est d'être accompagnés, je pense que le continent peut s'en sortir. Je pense qu'au-delà de l'eau et l'assainissement, qui est simplement un pan important, il faut aller plus loin. Les autres points, il y a des priorités sur lesquelles on ne doit plus s'amuser. C'est la santé. Elle est essentielle. La santé, elle est essentielle. Mais vous ne pouvez pas parler de santé si vous n'êtes pas en sécurité. L'éducation est essentielle. L'éducation, ce n'est pas forcément l'alphabétisation. Ce n'est pas simplement l'alphabétisation, c'est comprendre que moi, j'appartiens à un État, moi, je suis un patriote, moi, je dois défendre mon pays. Et je pense que c'est sur ces deux leviers qu'il faudrait qu'on travaille, revoir un peu, travailler sur les grands ensembles, dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, africains, je ne parle pas de Zleka en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, quels sont les leviers sur lesquels nous devons travailler, l'éducation qui n'a rien à voir jusqu'à l'université, quand je vois certains commentaires
c'est des gens qui sont alphabétisés, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. L'éducation, l'alphabétisation, la santé, les 3 piliers sur lesquels nous devons travailler et créer des champions. Est-ce que vous savez qu'il y a 20 ans, Dangote n'existait pas? Le Nigeria s'est levé un bon matin, j'ai dit, moi, je veux faire un champion, et ils ont fabriqué Dangote. Nous avons dans notre pays des gens, forcément pas du secteur privé qui existent, qu'on peut monter ensemble, les encourager. Au Nigeria, vous n'avez pas la possibilité d'importer du riz pour arriver à construire Dangote. Ils ont fermé les frontières. Ils ont acheté du riz de mauvaise qualité, mais aujourd'hui, il fait partie des gens les plus riches du monde. Le Sénégal peut faire ça, la Côte d'Ivoire peut faire ça, d'autres peuvent faire ça. Je pense qu'il faudrait qu'on change de façon très importante la structuration de notre économie. L'après-Covid-19, il ne faut pas rêver, va être très, très, très difficile pour nous parce que nous n'avons pas de secteur privé fort. Nous n'avons pas de secteur privé fort. Les gens vont penser à s'occuper d'eux. Après, ils vont dire, l'Afrique, on fait quoi? Résumer cette partie avant d'entamer les questions. Dans ce que vous venez de dire, l'après-Covid-19, dans sa marche vers son développement, l'Afrique ne peut plus avancer dans les sentiers où il est ordonné de courir. Elle le voit bien, ces sentiers ne l'amènent pas là où sont les solutions pour ces populations. Son seul défi est d'être enfin à la hauteur de ses potentialités en commençant à agir courageusement par elle-même et pour elle-même. Fanta, est-ce que vous avez des questions pour M. Lansana Sakho? Oui, Malika, la question elle est relative à sa perception sur l'Afrique et le type d'union qu'on devrait mettre en place. M. Sakho est beaucoup plus favorable à une union ouest-africaine. Est-ce qu'il peut un peu plus développer son angle? Lika, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça vous coûte de transporter un conteneur de Dakar au Cameroun? Ça vous coûte beaucoup plus cher et ça renchérit vos coûts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, malgré tout ce qu'on peut dire, aujourd'hui, nous avons des économies que je ne dirais pas convergentes. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, malgré ce qu'on peut dire sur le franc CFA, moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de transporter des devises avec moi pour les cacher. Je pense que la zone Afrique de l'Ouest, où la libre circulation des biens et des personnes est une réalité, où je peux vendre en Côte d'Ivoire comme si j'allais vendre à Kaolack est une réalité, où nous avons une banque centrale commune, quel que soit ce qu'on peut dire. Je pense que ça permettrait de prendre des raccourcis. Et c'est en ça qu'il faut travailler. La SADC doit également exactement faire la même chose en Afrique du Sud et du Centre. La CEMAC doit faire la même chose. Si on arrive dans l'ensemble de ces pays à avoir des critères de convergence au niveau des régions, je pense que ça va être plus facile. Ça va être extrêmement compliqué d'avoir 52 États qui vont dire nous allons faire des critères de convergence. La ZLECA est là, mais on va vendre quoi dans la ZLECA? On est tous exportateurs de matières premières. On est tous exportateurs de matières premières. Consolidons les sous-ensembles et après, je pense que la convergence va être beaucoup plus facile. Si l'Afrique de l'Ouest a des critères de convergence que tous les États réunissent, l'Afrique centrale, la même chose, l'Afrique du Sud, la même chose, l'Afrique de l'Est, la même chose. Après, ça va être beaucoup plus facile. On peut avoir de très bonnes intentions, mais moi, je pense qu'à un certain moment, il faut être réaliste, voir qu'est-ce qui peut être fait et rapidement dans les délais pour qu'on s'en sorte. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à représenter 2% du commerce international. Ça n'a pas de sens, à mon avis, de prétendre à l'émergence. Ça, c'est vraiment mon avis. Une autre question, Fanta, en lien avec l'eau et l'assainissement dans le contexte du Covid-19? Oui, la question, elle est relative à la baie de Han. Oui. Quelles sont aujourd'hui les prévisions ou en tout cas les travaux qui sont engagés dans cette zone? J'aurais été frustré, Lika, si cette question n'avait pas été abordée. Ce projet de la baie de Han, est-ce que vous savez que c'est 500 000 personnes qui vivent à Han, à Mbao, à Tcharoy, dans une partie de Pikine, à Dalifort, qui n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement que ça va régler? Est-ce que vous savez que ce projet de dépollution de la baie de Han, c'est le premier projet d'assainissement où on va mettre en place ce qu'on appelle un système
pollueur-payeur. Qui peut faire tache d'huile demain sur notre pays? Ça veut dire celui qui pollue va payer, les industriels en particulier. Ce projet, il est là depuis 15 ans et on fait du surplace. Je pense pouvoir signer le premier contrat de dépollution de la baie de Han pour que ça puisse démarrer avant la fin de l'année. C'était un défi énorme. Chacun disait, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Je profite pour remercier les maires des 3 communes, Anne, Thiaroye et Mbao, qui se sont battus avec moi pour qu'on arrive à faire ce projet. Et c'est vraiment une très grosse épine qu'on sort pour ces populations. Je vous parle bien de 500 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce projet a beaucoup avancé. On va le démarrer avant la fin de l'année. C'était pas facile, ça je peux vous le dire. Et c'était très, très difficile. Mais je pense qu'à force de persévérance, on arrive à soulever des montagnes. Lika? Oui, Fanta. Merci beaucoup, docteur. C'est une question, la baie de Han est une question qui interpelle en tout cas tous les Dakarois et les Sénégalais en particulier. Et ça, merci d'avoir répondu à cette question. Nous avons des gens qui nous suivent depuis Abidjan. Et oui. La question, c'est des Sénégalais qui ont payé des factures au Sénégal, qui payent des factures aujourd'hui à Abidjan et qui font la comparaison entre les deux services. Les factures en Côte d'Ivoire, elles sont trimestrielles déjà. Ensuite, l'accessibilité ou en tout cas le prix est beaucoup moins cher qu'au Sénégal. Comment cela se fait-il, M. Saro? Lika, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de vérifier. Ce que je peux vous certifier, c'est que le prix de l'eau au Sénégal est beaucoup moins cher que le prix de l'eau en Côte d'Ivoire. Ce que également, je peux vous certifier, on a parlé d'avancée du Sénégal. La première station d'épuration du Sénégal, qui est à Cambérène, a été faite dans les années 80. Abidjan n'a pas encore un système d'épuration d'eau usée. Je pense que c'est ça. L'eau vérifiée, le prix de l'eau est beaucoup moins cher. Mais non, on peut payer par trimestre, on peut payer par bimestre, c'est des choix à faire. Mais dans tous les cas de figure, vous allez payer. Mais vérifiez, le prix de l'eau au Sénégal, il est beaucoup moins cher que le prix de l'eau en Côte d'Ivoire. Par contre, l'électricité en Côte d'Ivoire est moins chère que l'électricité au Sénégal. La deuxième question, elle est relative à... Disposons-nous d'une cartographie relative à la distribution de l'eau et de l'assainissement pour notre pays? Oui, on a une cartographie parfaite de l'eau et de l'assainissement, une cartographie qui est mise à jour régulièrement en fonction des travaux qui sont faits. Donc, il y a bien une cartographie qui existe. Hein. Et c'est cette cartographie, en fait, qui nous permet de régler des problèmes quand il y a des casses ou quand il y a des coupures d'eau. Il y a bien une cartographie qui existe. Monsieur Saro, les Ivoiriens vous suivent de très près. En tout cas, les Sénégalais résidant en Côte d'Ivoire. Le prix de l'unité du mètre cube en Côte d'Ivoire est de 250 francs CFA. Le prix du mètre cube de la tranche sociale en Côte d'Ivoire était 250. Je dis bien du prix du mètre cube de la tranche sociale en Côte d'Ivoire est de 250 francs CFA. Ce prix est à 220 francs au Sénégal. Et c'est la même société, Eranov, à qui appartenait la SDE qui est en Côte d'Ivoire et qui était au Sénégal avant. C'est 220 francs au Sénégal, 250 francs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller au-delà de cette tranche sociale. Le prix de l'eau au Sénégal est moins cher que le prix de l'eau en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller vérifier sur Google et regarder. Mais merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour les précisions. Je pense que c'est très clair. La personne avait réagi en envoyant le prix du mètre cube. Aujourd'hui, vous répondez en donnant le prix du mètre cube au Sénégal. Je pense que les réponses sont très, très claires par rapport à ça. Ça nous ramène à une question. Qu'en est-il du contrôle par des entreprises étrangères d'un secteur aussi stratégique que l'eau? Lika, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on avait avant ces entreprises étrangères. Ça pouvait être une entreprise sénégalaise qui le fasse. Moi, je ne suis pas forcément dans une logique d'étranger ou pas. Vous savez, ce qui est important, c'est que la qualité de service soit sur place. On a été les premiers quand Auchan est venu s'installer au Sénégal à se plaindre. Mais regardons le résultat des courses aujourd'hui. Quand vous avez une Korité, quand vous avez une Tabaski, le prix de l'oignon n'augmente pas, le prix de la pomme de terre n'augmente pas, il n'y a pas de spéculation. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont en train de se moderniser, il y a des emplois qui...
pas n'est pas important. La bonne question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour que notre secteur privé national puisse jouer son rôle et prendre la place de ce secteur privé étranger, entre guillemets. Le monde, il est globalisé. La notion d'étranger n'existe même plus en réalité. Le monde est globalisé. La notion d'étranger n'existe même plus. Aujourd'hui, c'est la qualité de service et la création de richesses. Payer des impôts, créer des emplois, qui est la chose la plus importante que nous devons regarder. Moi, je n'ai aucun problème particulier à ce qu'on mette un étranger qui gère l'eau. Ça peut être un Chinois, ça peut être un Français, ça peut être un Russe, mais le plus important, c'est que la qualité. L'idéal, bien sûr, aurait été que ce soit un privé sénégalais. Mais la question qu'on doit poser, et c'est la bonne adresse, pourquoi on n'est pas arrivé à avoir des champions sénégalais qui arrivent à se positionner sur ce secteur? Merci, M. Saro. La question suivante, elle est relative au Forum de l'eau qui se tiendra au Sénégal en 2021. Quels sont les enjeux? Nika, avec le COVID-19, moi, je pense que ce forum, il va être reporté probablement. C'est clair. Ça, c'est ma position personnelle par rapport aux enjeux. L'Europe a réglé ses problèmes d'assainissement depuis très, très longtemps. L'Europe a réglé ses problèmes d'eau potable. Ce forum aurait dû être un moment très fort où le problème des Africains est adressé. Le problème des Africains, ce n'est pas forcément l'accès à l'eau, c'est le problème, c'est l'accès à l'assainissement. On aurait dû en profiter pour mobiliser la société internationale, les bailleurs de fonds pour qu'on travaille beaucoup sur les problèmes d'assainissement. Mais on va faire comme on fait en Europe, on va adresser des problèmes d'eau qui ne sont pas, à mon avis personnel, des problèmes de l'Afrique. Les problèmes de l'Afrique, c'est des problèmes d'assainissement. Les maladies diarrhéiques sont le premier facteur de mortalité infantile dans notre pays. Ce forum, on aurait dû l'appeler Forum mondial de l'assainissement. Je ne pense pas que le terme qui s'y est soit Forum mondial de l'eau, parce que c'est là où se trouvent les défis du continent africain. Fanta, vous avez encore d'autres questions? Oui, pour le moment, c'est bon, Dika. Merci. D'accord. Nous allons clôturer la partie en français avec Lansana Saro. Avant de passer à la partie en Wolof, je rappelle que pour jeudi prochain, nous allons accueillir à 21h Nabou Fall, elle est directrice de Viséo. Et le thème du webinaire sera « Quel type de leadership en situation de crise ?» Ce sera jeudi prochain à 21h sur les pages Facebook de JIDER Lex Africa et sur Zoom, bien évidemment. Monsieur Saro. Lika, excuse-moi. Oui. Lika, avant que tu passes au Wolof, il y a une question qui m'avait échappé relative à la réforme de l'OFOR. Une seconde, voilà. La réforme qui a fait remplacer Assufor par l'OFOR n'a-t-elle pas privatisé l'accès à l'eau au lieu de favoriser le droit des populations à l'eau et à la gouvernance démocratique des ressources naturelles? C'était une question importante sur Twitter. C'est une question essentielle, Lika. C'est moi qui ai eu la chance, et je remercie le président pour ça, de monter la réforme de l'hydraulique rurale. Une réforme qui n'entraîne pas des contestations n'est pas une réforme. Il faut partir de la situation de référence avant. La situation de référence, c'est que l'eau en milieu rural était plus chère que l'eau en milieu urbain. La situation de référence, c'est que l'eau qui était vendue par les Assufor n'était pas une eau traitée, c'était une eau qui était impropre à la consommation. Je pèse bien mes mots. L'autre partie essentielle également, c'est que quand vous aviez une pompe qui tombait en panne, si l'État ne remplace pas la pompe, on mettait les populations en manque d'eau pendant très longtemps. Le quatrième point, c'est que le fruit de la vente de l'eau en milieu rural, qu'on avait estimé à 30 milliards, personne n'avait une traçabilité sur cette eau. On s'est dit, en milieu urbain, on est arrivé à régler le problème de l'eau en mettant un secteur privé. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? On a travaillé sur cette logique. Et le premier délégataire de service public qu'on appelle, comment il s'appelle? CO, Société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques.
qui a pris en charge la gestion de l'eau dans ce qu'on appelle le North Indus-Pont Palmarin, une partie du nord du Sénégal. Dans cette partie nord du Sénégal, le prix de l'eau était à 400 francs le mètre cube pour les populations rurales. Et dans la partie sud, on était à 350. Quand l'opérateur privé est venu, le prix de l'eau est passé à 250 francs le mètre cube. Ah oui. Quand l'opérateur privé est venu, on a mis des robinets dans pratiquement toutes les maisons. Maintenant, il y avait des gens qui géraient l'eau. C'est un dispositif qui existait. Naturellement, c'est un pouvoir qu'on perd. La plupart des maires du Sénégal en milieu rural étaient d'anciens présidents d'Azufor. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui a été arraché à des populations qui, naturellement, et je suis d'accord, quand on vous arrache le pain de la bouche, vous allez vous plaindre. Après, nous sommes passés dans la réforme dans la région de Diourbel, de Kaffrine, de Kaolack. Sur Kaffrine-Kaolack, l'opérateur voulait mettre en place un système d'approvisionnement des forages par le solaire qui allait baisser de façon drastique le prix de l'eau. Sur Diourbel et Thiès, il y a des problèmes dans la mise en œuvre de la réforme. On le reconnaît. Et je pense que c'est ça qui a amené les contestations. Donc, je pense que la démocratie, quand on parle de démocratiser l'accès à l'eau, c'est de donner la même qualité de service de l'eau en milieu urbain qu'en milieu rural. Est-ce que vous accepteriez, Lika, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez à Dakar, que c'est votre chef de quartier qui gère votre approvisionnement en eau? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter que vous avez l'eau qui manque, vous n'avez pas à qui vous vous adressez? Aujourd'hui, quand l'eau manque à Dakar, on sait à qui on s'adresse, mais quand vous avez l'eau qui manque à des Azufor, mais vous ne savez pas à qui vous adressez, vous vous retournez à l'État. Si l'État vous dit, monsieur, je n'ai pas de pompe pour acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester manqué d'eau? Je pense que toute la problématique, elle est là. Il faut qu'on utilise les mots dans leur sens. Et il faut qu'on aille chercher la bonne information. Et ce serait dommage que cette réforme échoue, parce que c'était une avancée significative pour le monde rural en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Voilà, c'est ça le problème de fond. Moi, je pense que tant que cette réforme d'accès à l'eau et cette réforme de l'hydraulique rurale n'est pas mise en œuvre, le monde rural sera toujours confronté à des problèmes d'accès. Naturellement, toute réforme est perfectible. Il y a peut-être des dysfonctionnements qu'il faut arriver à corriger. Mais il n'y a pas d'autre choix dans le monde rural que de confier à un secteur privé la gestion de l'eau. Et encore que cette réforme, contrairement à ce qui se passe en milieu urbain, elle est pilotée par des privés sénégalais. C'est la question dont on parlait tout à l'heure. Elle est pilotée par des privés sénégalais. On n'a pas le choix. Malheureusement, parfois, il y a des considérations qui prennent le dessus sur d'autres et on peut pousser à arrêter. Mais on n'a pas le choix. L'accès à l'eau en milieu rural ne peut pas être réglé par des Azufor. Ça n'est pas possible. Je pense qu'il faudrait que tout le monde le comprenne. Allez à Ourossogui. Ourossogui, vous en avez un hôpital. Vous avez des hôtels. Est-ce que vous savez que Ourossogui, c'est ce qu'on appelle un Azufor qui gère l'eau? Aujourd'hui, ce sont les populations de Ourossogui. Vous savez ce qu'ils demandent? Mettez-nous dans le périmètre du secteur privé. Ah oui? Vous pouvez permettre que ce qu'on appelle Azufor, qui s'appelle Association d'usagers de forage, se mette à gérer de l'eau dans une ville où il y a un hôpital et vous n'êtes même pas sûr de la qualité de l'eau. Vous n'êtes même pas sûr parce qu'il n'y a pas d'analyse bactériologique qui est faite de cette eau par l'Azufor parce qu'elle n'a pas les compétences pour le faire. Monsieur Sarro, au sujet toujours de la situation dans les zones rurales du pays, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans les réactions sur le webinaire. Il n'y a pas seulement des questions, mais beaucoup de messages d'encouragement. Beaucoup s'accordent à dire que vous êtes en train de faire du bon travail. Mais toute œuvre humaine est perfectible, comme vous l'avez souligné. Il y a également des aspects sur lesquels il faut vraiment
mettre un peu le paquet. C'est le cas un peu de Thionke Sil. C'est quelqu'un qui écrit sur notre page WhatsApp. Il dit que derrière, sur la problématique de l'eau à Thionke Sil, il y a 3 ans, vous aviez été interpellé là-dessus, vous aviez annoncé des propositions, que des choses allaient être mises en œuvre, mais jusqu'à présent, les populations continuent à utiliser l'eau de pluie, que c'est très bien vraiment les mesures que vous êtes en train de prendre, mais ce serait encore mieux si vous pourriez mettre en place un dispositif pour s'assurer vraiment du suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations que vous faites à vos équipes. Voilà, Thionke-Sil, j'y étais. Hein. Je pense que j'y étais. Il y avait beaucoup de problèmes d'eau. Je pense qu'il y avait un autre. Mais j'ai quitté l'OFOR depuis 2017, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas maintenant. Mais je pense que Thionke-Sil, il y avait un gros problème. Casamance, vous avez de l'eau saumâtre, etc., etc. Vous savez, quand vous prenez la carte du Sénégal, vous avez toute la zone qui va de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Matam. Hein? Toute cette zone où le taux d'accès est relativement faible par rapport à la zone centre. Ce qu'on appelle la zone centre, c'est Kaolack, Kaffrine. Vous avez un dysfonctionnement entre Dakar et l'intérieur, mais même l'intérieur du pays, on a des dysfonctionnements. Mais comme je dis encore, le PUDC a fait beaucoup de travail. Thionke Sil, il y avait un problème. Je sais que moi, quand je quittais, on venait de finir d'inaugurer le forage. Il se pourrait qu'il y ait effectivement encore des problèmes, mais c'est bien de se mettre dans une bonne perspective. C'est ça. Mais je sais qu'il y avait de gros problèmes à Thionke Sil et quand je quittais le forage était en train d'être finalisé. Bon, peut-être qu'il y a eu également des problèmes derrière. Mais il y a énormément de défis. Mais je pense qu'il faut parfois qu'on arrive à comprendre que le Sénégal ne s'arrête pas à Diamniadio. Les autres Sénégalais sont autant méritants que nous. Il faudrait qu'on arrive également à prendre en compte leurs besoins. Monsieur Sakho, on va faire un résumé en Wolof très rapidement, mais avant cela, une dernière question en français. J'aime bien le rapport vraiment bien élaboré de l'ANSD de 2016 dont on faisait état au début de ce webinaire. Toujours selon ce rapport, au Sénégal, un peu plus du tiers de la population ne dispose pas de toilettes améliorées, c'est-à-dire munies d'une chasse d'eau ou chasse manuelle reliée à une fosse septique et des latrines à fosse munies d'une dalle, 32%, dont environ 15% pratiquent la défécation à l'air libre. Les réseaux d'égouts est peu développé. À noter qu'il existe des disparités énormes dans le nord où le réseau d'égouts est quasi existant. Je rappelle donc que le rapport date de 2016 et avec tout ce que vous venez de dire, on imagine qu'en 4 ans, les statistiques ont vraiment évolué et qu'on tend vers plus d'équité. Ensuite, sur les actions phares pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030, vous les avez aussi déclinés. Mais monsieur Sakho, la prévention suppose des mesures en lien étroit avec la citoyenneté. Le respect du bien public tel que la bonne utilisation des ouvrages, l'économie de l'eau, l'hygiène des eaux publiques, etc. Pensez-vous qu'au sortir de cette pandémie du Covid-19, le Sénégalais pourra tirer les leçons pertinentes pour faire émerger une nouvelle citoyenneté? Lika, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer comme ça. Si on sort de ce Covid-19 et qu'on n'apprend rien, c'est qu'on n'a absolument rien compris. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à fonctionner comme nous le faisons aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Ça, c'est une leçon que nous donne le monde. Ça, c'est une leçon qu'on nous donne pour voir qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Ça n'est pas tenable. On ne peut pas continuer comme ça n'est pas tenable. Je reviens sur les chiffres que vous avez donnés. Je pense que la NSD est très gentille. Le nombre de Sénégalais qui disposent de toilettes avec une chasse, avec un kit de lavage des mains libres, je ne pense pas qu'il y en a 40%. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Le Sénégal va beaucoup plus loin. Comme je dis, il faut, vous savez, si vous partez sur une analyse avec des faux paramètres, vous allez avoir de faux chiffres. On ne doit pas se voiler la face. Il faut regarder la réalité et travailler sur des plans d'action de résolution de problèmes. Et c'est sur là que nous sommes. L'équité, ce n'est pas seulement les cas entre Dakar et l'intérieur. L'équité, c'est également entre hommes et femmes. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, vous avez des jeunes filles
qui arrêtent les cours parce qu'il n'y a pas de toilettes. Mais bien sûr. L'équité, c'est à ce niveau qu'on doit également travailler. Les toilettes pour les femmes ne sont pas forcément les mêmes toilettes pour les hommes. Ouais. On ne peut pas, dans un établissement, partager des toilettes entre hommes et femmes. Et je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Mais ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, c'est une affaire de mobilisation générale qui va nous permettre de trouver des solutions à ces disparités qui sont énormes. Et je pense que ça, ce n'est pas un travail d'un État, c'est un travail de tout le monde et c'est un travail sur la durée. Si on sort de cette pandémie et qu'on ne change pas, c'est qu'on aura, je parle de l'Afrique, absolument rien compris. Monsieur Sarr, merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Votre webinaire était très dynamique, très animé. Nous avons aimé les questions très pertinentes des followers. Nous avons également apprécié vos réponses avec beaucoup d'honnêteté. Vous maîtrisez votre sujet et vous savez vraiment de quoi vous parlez. Maintenant, vous allez nous faire un résumé en Wolof et puis nous allons vous poser quelques questions et vous allez répondre. Mais on doit boucler avant 22h30 parce qu'à côté, il y a Rokhaya Dieye qui veille au grain et elle va demander à Mohamed d'arrêter le webinaire à 22h30 pile. Donc, on fait rapidement un résumé en 5 minutes de tout ce que vous venez de dire, M. Sakho. Mais dama lay commencer tooñ ba pare Lika dañuy wax équité man doomu Saraxule la dañ naan wolof. Je pense que l'équité doit commencer par ça. Tout le monde parle wolof tout le temps, d'accord? C'est pour ça que quand les gens disent il faut alphabétiser en langue nationale, etc., il faut qu'on tienne compte de tout ça. Voilà. Li ñu wax tey defe naa lu am solo defe naa pour tënk ko lenn lañu war a def mooy feebar bi am ci suñu réew dafa war a jàngal daf ñu war a jàngal que suñu doxalin war nañ ko seetaat bu ñu seetaatul suñu doxalin ëllëg génn ci lii defe naa dafay mel ni xamuñu li tubaab di wax apprendre des expériences tey li ñu indi woon mooy waxtaan ci affaire ndox ak assainissement ak jamono bi affaire ndox ak assainissement affaire service public la ak lu ci munti am dafa war a continuer parce que loolu mooy aar askan wi ndox lu ñu wóor mooy virus bi bu ci duggee du dund mais assainissement kenn xamul ndax virus bi bu ci duggee day dund wala du dund loolu moo tax ñun suñu liggéey ONAS li ñu njëkk a def du ONAS rek association africaine de l'eau benn kuréel la boo xamee ne dafay saytu dafay yedd gouvernement africain ci loolu mooy dañu war a def lépp pour assainissement pour système bi continuer fonctionner donc ñun ONAS ak ñeneen ñi defe naa li ñu njëkk a def mooy suñu liggéey ñi liggéey ak ñun ñu aar leen li ñeen aaree ñun ONAS mooy ñi nga xamee ne soxlawuñu leen dañ leen ñu toog seen kër li leen aaree mooy dañu tëj suñu restaurant li leen aaree mooy da leen dox ay jumtukaay pour protéger leen loolu moo tax fi mu nekk nii suñu liggéey boo seetloo day mel ni mu doon doxee lay doxee ba léegi am na aussi li ñu soppi ci suñu jëfukaay mooy aussi que ñi ngi continuer di réunion bés bu nekk mais réunion yi duñ ko def en présentiel dañuy wéccoo xalaat suñu biir ñun ñëpp bu ñuy def réunion bi loolu aussi defe naa avancée significative la am ndox aussi defe naa dëgg la am na ay quartier Dakar yu manqué ndox mais ndox bu amul lu ñuy wax mesure barrière defe naa day jafe pour nit ñi di ko mën a def xam naa ne waa SONES ak waa SEN'EAU ñoom tamit ñi ngi def seen kéemtalaayu kattan pour loolu mën a faju ci tënk daal defe naa loolu moo am ci affaire ndox ak assainissement ci affaire Covid bi taxaw nañu quand même pour jàppale askan wi affaire nawet bi wax nañ ci sànq defe naa loolu la ñu commencé aussi commencé nañu curage canaux yi daaw defe naa dañ ko yéexoon a def loolu moo taxoon xëy na jafe-jafe yu am 31 juillet Sénégal yëpp muy Ndakaaru muy réewu kaw yi pare nawet bi nañ ci pare ci liggéey bi mais profito nag ci lii di wax askan wi ñu jàppale ñu parce que du suñu liggéey ñun rek loolu suñu liggéey la dëgg la waa mais foog nit ñi jàpp si mooy bu ñu liggéeyee ba pare affaire conduite assainissement yi affaire bassin yi ñu bañ ko def mbalit
te xam ne ndox moo fa war a dem leneen lu ndox waru fa dugg. waaw monsieur Sakho Fanta Diallo mi ngi lay posé benn wala ñaari question yu nga xamante ni followers yi posé nañ ko en wolof. Fanta nga xool question yu nga xamante ni vraiment intéressé woon na bu baax les followers lu ci mel ni affaire baie de Hann bi. wala yeneen question yu pertinentes yoo xamante ni rek il a 5 minutes pour répondre à ces questions là. waaw ñu jublu si lébu yi rek parce que ñu ngi si wolof bi kay ñu eggali ak ñoom wax ci waxu baie de Hann gi. nga xam ni dafa di lu ñu jaaxal ñun waa Dakar. waaw li ko maa ngi lay gërëm di la sant léegi bi ma ci waxul dama kontaan damay commencer di gërëm ñetti maire yi muy maireu Hann di maireu Thiaroye di maireu Thiaroye Hann ak Mbao parce que baie de Hann bi li may wax mooy xeex la woon pour ñu egsi si te yàlla dimbali ñu may nañu ndam. dem nañu ba benn moment boo xamee ni ñu indi xaalis dañ ne woon liggéey bi bu demee nii dañ ciy génn ëpp na fukki at ak juróom nit ñi di topp ci bee bi yàlla sottil na ko balaa at bi di jeex liggéey bi dina commencer te sama mbëbët sama bëgg-bëgg mooy balaa ñuy génn mois de mai bi ñu signer contrat bi liggéey bi commencer baie de Hann bi génn wàllu million nit lay touché genn wàllu million nit projet bi bu commencé nañu mën a am système d'assainissement bu correct te loolu defe naa dafa nekk loo xamee ne ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar am na fukki at ak juróom ñuy wax ci bee bi yàlla sottil na ko liggéey bi dina commencé balaa at bi di jeex te defe naa contrat bi nañ ko signé nag te wan ni nit ñi ni liggéey bi commencé na dama doon tooñ maireu Hann bi sax bi mu demee ba dëgër ma ne ko monsieur le maire foog naa ne foog ñu jënd ay nag rey ko pour projet bi mën a commencer mais yàlla dimbale nañu egguñu ci loolu mais mën naa leen rassurer que projet bi mu ngi ci yoon bu baax te premier contrat bi nañ ko signé ci lu gën a gaaw. waaw ñu des ci Ndakaaru rek ñu des ci Ndakaaru wax ci canal 4 gi nga xam ni képp koo xam ne mi ngi dëkk Mermoz Fann Point Amitié Gueule Tapée Fass Colobane xaw na laa jaaxal ñu jublu ci lan ngeen di waajal pour canal 4 bi. waaw na leen xaw a jaaxal kay mais nañ ñu dimbali ñoom aussi canal bi ñu bañ ko def mbalit ñoom laay waxal muy waa Gueule Tapée Fass Colobane Point E canal bi du mbalit buñ ko def loolu mbalit canal bi benn jafe-jafe du ci am ñun nag suñu liggéey nañ ko def mooy nañu curer canal bi dañu xam ne canal bi pour ndoxu taw la canal bi du mbalit canal bi du loo xamee ne dañuy jël ndoxu eau usée def ko ci jafe-jafe bi yépp loolu la xam nga waxtaan dafay wax dëgg daf ci baax sinon yow nit ki doo leen sore canal lu 4 bi tëj ko moom xalaatuñu ko sax kenn du ko tëj noonu lañ koy bàyyi parce que liggéeyam mooy taw bu amee mu jël ndoxu taw bi yóbbu ko géej nañ ñu jàppale nag ñoom tamit bañ ci def mbalit bañ ci def li ñuy wax ay branchement clandestin tey boo imbee ci canal bi am na ndox te xam nga tawagul canal boobu ndox waru foon am dañuy wax nit ñi rek ñu jàppale ñu ci loolu canal bi ñu bañ ko def mbalit zone de captage tamit loolu moo fa am am nañu benn bassin bu fa nekk boo xamee ne liggéeyam mooy jël ndox bi mais ñoom dañ ko def mbalit liggéey bi loolu moo tax mu metti si ñun Youssou Ndour da naan bu fukki nit di gas fukki nit di suul day mel ni dara defu leen ko nañ ñu jàppale parce que ñun ñëpp duñu yëkkati mooy améliorer cadre de vie wu population yi boo demee yeneen dëkk yi dangay gis canal à ciel ouvert comme lu mel nii mais bu tawul pépp ndox doo ko fa gis lii nag defe naa am na suñu réew ñun nañu continuer nag waxtaan bi nañu continuer sensibilisation bi ñu ngi ñaan maire yi aussi ñu jàppale ñu ngi ñaan conseil de quartier yi ñu jàppale ñu pour que li nga xamee ne salté waru fa dem li nga xamee ne waruñu fa def mbalit ñu bañ ko def mbalit defe naa bu ñu defoon loolu duñu sax laaj tey ñoom nii canal 4 bi fan lañ ci tollu ñu nag ñoom. Fanta, je crois que c'est bon. Wow. Il nous reste juste 1 minute, le temps de donner à M. Sakho, de redonner la parole pour vraiment boucler la boucle. Et puis, on se dit à jeudi prochain, à 21h, avec la directrice de Viséo, Nabou Fall, qui nous parlera du type de leadership en situation de crise. Un dernier mot, M. Sakho. waa lii kat di leen gërëm di leen sant defe naa lii dafa nekk lu am solo waxtaan ak askan wi ci lu mel nii mais foog naa ne waruñu ko def en période de crise rek sànq wax naa lu am solo alphabétisation ak éducation du benn dëgg la nit ñi mën nañ dem école mais def naa yéen aussi war ngeen ci gën a jàpp yéen ñëpp ak foo leen mën ci tollu
waxtaan ak nit ñi ci lu mel nii waxtaan ak nit ñi ci proximité je pense que loolu buñ ci continuer lu mel nii yéen ngeen di ko def ñeneen di ko def de finance suñu réew mi xëy na mu soppeeku mu baax a baax loolu daal laa amoon lu may teg di leen gërëm di leen sant une fois encore. Merci beaucoup, M. Sakho. C'est nous qui vous remercions. Nous remercions également l'ensemble de nos followers qui étaient présents sur nos différentes plateformes de diffusion, les pages Facebook de Lex Africa et de GEDER. Merci à l'équipe technique qui était derrière. C'est Mohamed Nias, c'est Abraham, c'est Djibi, c'est Mahadi, c'est Jainaba et puis Fanta, ma complice dans les webinaires pour les questions. Absa depuis Abidjan. Cette fois-ci, c'est Absa qui est à Abidjan. Rokhaya qui organise tout cela, qui est derrière cette parfaite organisation, les Rokhayés, merci à toi. Merci également à Eliman Khan, le président de Lex Africa. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi à 21h pour un autre webinaire. Excellente soirée à tous. sëkkat ci musu waa so pare yóbbu mbalit mbaa sa yaram tàngul baat bopp jàpp tim ngay wopp xëy di liw ba ñu xonk rongoñ di roggaraat sëkkat di xiixat jafe-jafe nooyi set daal ci gàttal dalay musal ci coronavirus ñu la jege aga organ faju digle yi nan ko jafe sa bopp ñu la jege aga organ faju digle yi nan ko jafe lëmbe na àdduna ile gànnaaw yaatu na lëmbe na àdduna. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous dëgg du yoon. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous dëgg du yoon. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine. Tolo nañu jamono joo xam ne joxe loxo sax wóorule. Tolo nañu jamono joo xam ne dina jaloo sax waaxule. First to guy, sama gaay ma ne moytu leen. First to guy, loxo yi ñoom raxas leen. Aar sa bopp, aar ñi la jege. Aga organ faju digle yi nan ko jëfe. Aar sa bopp, aar ñi la jege. Aga organ faju digle yi nan ko jëfe. Lëmbe na àdduna.